Et voici maintenant Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion, aujourd'hui en De troubles profondeurs de William Stephen. Avez-vous remarqué que c'est toujours la veille de partir en vacances que votre patron a absolument besoin de vous? Aussi, quand Duke McGuinness, mon patron, m'appelle dans son bureau, c'est le cœur battant que j'y vais. En effet, en principe, dans 3 jours, je pars en vacances aux Bahamas. À peine suis-je entré, qu'il me fait asseoir et m'annonce avec un sourire mauvais: « Rudy, nous avons 2 jolis sinistres. 2 sinistres, Rudy. Le premier concerne un yacht qui a coulé. Le second, une femme qui a disparu. La femme s'appelle Carlota Villaga, l'épouse d'un milliardaire cubain qui a fui ici, à Miami, après la Révolution. » Monsieur McGuinness, en principe, je pars en vacances lundi. Alors, pour ce qui est de cette femme qui a disparu, vous pouvez passer l'affaire à Johnny Malamachi. C'est de son ressort. Quant au bateau, de quoi s'agit-il? Vous avez de la chance, Rudy. Le yacht a coulé dans les parages des Bahamas, à Bimini. C'est sur le chemin de vos vacances, n'est-ce pas? Vous n'avez qu'à y aller jeter un petit coup d'œil, aux frais de la société, bien sûr. Le propriétaire du yacht est un certain Garborek. Il vient de me téléphoner. Il prétend avoir heurté un récif ce matin. Le yacht a coulé par 30 mètres de fond. J'aimerais que vous preniez quelques photos de l'épave et que vous écoutiez l'histoire du naufrage de la bouche même de ce monsieur Rec ce soir en dînant avec lui, aux frais de la société, bien évidemment. Votre avion part dans 1 heure, mon petit Rudy. Vous avez juste le temps de boucler votre valise. Vous louerez du matériel de plongée sur place. Allez, Rudy, salut et bon travail. Et bonnes vacances surtout, hein. Ah, une dernière chose, Rudy. Ne bâclez pas le travail, hein. Ce monsieur Rec ne m'inspire pas confiance. Vous avez quelque chose de précis contre lui, monsieur McGuinness? Apparemment, il n'a pas envie de vous voir avant lundi, parce que il a prétexté que la météo rendait difficile un repérage de l'épave. Je me suis renseigné. La mer est d'encre au large de Bimini. Deuxièmement, j'ai appelé mon ami Harry Horns, le spécialiste de plongée sous-marine de Bimini. Il m'a dit que ce monsieur Rec avait loué ses services pour la journée du lendemain. Voyez-vous, moi je trouve bizarre qu'un homme qui vient d'échapper à la noyade ait envie de faire de la plongée sous-marine. J'ai bien l'impression qu'il a envie de visiter l'épave avant vous. Bizarre, non? Allez, mon petit Rudy, bon courage. Quelques heures plus tard, j'entre dans un bar de Bimini où mon patron a organisé un rendez-vous entre Rec et moi. Il me suffit d'un coup d'œil pour le reconnaître. Son nom ne m'était pas inconnu. Rec, playboy et gigolo. Il est parvenu à se faire une certaine fortune en épousant de vieilles dames riches et en divorçant après. Il a une belle gueule de quadragénaire. Je m'approche de sa table et je me présente à lui. Il me dit qu'il m'attendait et qu'il est bien content de me voir. Et il me présente le type qui l'accompagne, une sorte de costaud dont la joue gauche est zébrée de griffures et qui s'appelle Seth Withers. Je leur serre la main et on s'assied. Rec va directement au vif du sujet. Comme j'avais l'intention de vendre mon yacht, je l'ai fait estimer par un expert il y a 1 mois. Et comme il a coulé en eau profonde, je crains fort qu'il soit impossible de le renflouer. Il faudra quand même que je le photographie, monsieur Rec, que je lui dis. Vous avez l'intention de descendre à 30 mètres de fond pour photographier une épave, monsieur Rudy? L'intention n'est pas de moi, monsieur Rec, mais de mon patron, monsieur Duke McGuinness. À propos, monsieur Rec, comment votre bateau a-t-il coulé? Nous venions de monter 2 nouveaux moteurs, n'est-ce pas? Nous faisions les essais. Je pensais que nous étions en eau profonde et j'allais à grande vitesse. Quand nous avons heurté ce fichu écueil, une saloperie que je n'aurais pu voir à temps vu qu'il était dans un angle mort, voyez. Nous n'avons eu que le temps de plonger, mon ami Seth et moi. Dans l'épave, il y a une cassette qui contient pas mal d'argent et que j'aimerais bien récupérer, vous voyez? Monsieur Rec, je sais que vous avez l'intention de plonger demain avec Harry Horn. Je vous accompagnerai. À quelle heure est votre rendez-vous avec lui? À 9 heures. Maintenant, si vous le permettez, monsieur Rudy, Seth et moi, nous allons nous reposer. À demain. Bonne nuit, monsieur Rudy. Alors qu'il quitte le bar, une jeune femme s'approche de moi. Excusez ma hardiesse, monsieur, mais
quand je les ai entendus mentir, je n'ai pu m'empêcher d'avoir très envie de vous donner ma version des faits. Permettez-moi de me présenter. Linda Falcara. Et moi, Rudy. Jim Rudy. Bien, je vous écoute, mademoiselle Falcara. Eh bien, voilà, monsieur Rudy. J'étais aux commandes de mon petit avion personnel. J'ai décollé ce matin de Fort Lauderdale pour venir faire du repérage à Bimini. Je travaille comme photographe de mode dans la société de mon père. La Falcara est mort. Je faisais route vers les îles quand j'ai aperçu le yacht. Il se dirigeait vers le chenal de Bimini quand, brusquement, il a viré de bord et est allé se jeter tout droit dans la barrière de récif. Je me suis mis immédiatement sur la fréquence de détresse pour lancer un SOS, mais la fréquence était occupée par une voix de femme qui criait en espagnol, sûrement de l'un de ces bateaux mexicains qui pêchent dans ces eaux. J'ai donc piqué droit vers les récifs et j'ai fait un passage au-dessus du bateau. Or, il n'y avait personne à la barre. C'est après avoir heurté les récifs que ces deux types sont sortis comme des diables du bateau et ont plongé. À votre avis, monsieur Rudy, qu'est-ce que ça signifie qu'il vous ait menti comme ça? Je n'en ai pas la moindre idée, mademoiselle. Mais si vous le permettez, j'aimerais que tout ça reste entre nous. À une condition, monsieur Rudy. Laquelle, mademoiselle Falcara? Voyez-vous, je suis très curieuse, monsieur Rudy. J'aimerais vous accompagner dans cette enquête. Comme elle est très très jolie et qu'elle vient de me rendre un grand service, je ne peux qu'accepter. D'accord, mademoiselle Falcara, mais à une condition, que vous acceptiez mon invitation à dîner. Est-il utile de préciser que le lendemain, quand nous partons pour cette plongée, je suis d'excellente humeur malgré une très légère gueule de bois. Harry Horn, le chef plongeur, et Al Suggs, son équipier, sont de vieilles connaissances de mon patron. Aussi ne me pose-t-il aucune question quand je leur dis que j'emmène une amie. Ce n'est qu'en début d'après-midi que nous repérons enfin l'épave grâce au sonar du bord. Monsieur Rec et moi, nous plongeons immédiatement et décrivons de grands cercles jusqu'à ce que nous repérions une forme sombre qui ne peut être que le Water Witch, le yacht en question. Rec remonte à bord du bateau et dit à son copain Withers de se dépêcher de passer une combinaison de plongée et de venir avec nous. Mais Withers, il n'a pas l'air des plus enthousiastes. Et avant de plonger, il s'approche de moi et me murmure dans le tuyau de l'oreille qu'il aimerait bien me parler, seul à seul, tout à l'heure, quand on sera remonté. C'est bizarre, ça, non? Je me demande ce qu'il a de si important à me dire, ce monsieur Withers. Mais ça, vous le saurez dans quelques instants. Oui, d'accord. Peu après que Rec, le propriétaire du yacht, et Withers, son coéquipier, aient plongé, j'enfile moi aussi une combinaison, je vérifie mon appareillage photographique, et je demande à Al Suggs, le bras droit du chef plongeur, de m'accompagner. 30 mètres plus bas, le yacht gît sur le côté. Je mets une lampe flash et je prends une photo de l'étrave éventrée sur 5 ou 6 mètres. Fameux choc. Al Suggs, qui s'est approché d'un hublot, me fait signe. Quand je le rejoins, il braque sa torche électrique à l'intérieur d'une cabine et m'indique un sac à main de femme, un sac à main en cuir blanc, qui flotte dans un coin de la cabine. Tiens. Par geste, je lui propose d'aller jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. Tout en nageant vers une écoutille ouverte, je me demande où sont passés Rec et Withers. En tout état de cause, à la recherche de la fameuse cassette contenant tout le fric de M. Rec. Nous pénétrons dans la cambuse par une écoutille ouverte. De là, nous empruntons le couloir central. Il y a 2 portes de chaque côté. La première, à bâbord, est fermée à clé. L'autre, à tribord, s'ouvre sans problème. Elle donne sur le carré. De là, on peut facilement accéder à la cabine qui contient le sac à main. Quand nous y braquons notre torche,
nous ne pouvons constater qu'il a disparu, le sac à main. Était-ce une illusion d'optique? Ça, j'en doute. Mais on ne peut pas s'attarder ici. Il est plus que temps de regagner la surface. Là-haut, tout le monde a l'air soucieux, surtout Rec, assis sur un coffre, fumant nerveusement cigarette sur cigarette. Où est Withers, monsieur Rec? Il n'est pas remonté avec vous? Non, monsieur Rudy, à un moment, j'ai eu un malaise et je suis remonté. Vous ne l'avez pas vu? Non, je ne l'ai pas vu, monsieur Rec. Et ça fait maintenant 19 minutes. Il ne doit plus lui rester beaucoup d'air. Harry Horn décide de plonger et d'aller voir. Linda Falcara propose de l'accompagner. Il plonge. Une fois seul, je m'approche de Rec. Monsieur Rec, à propos, il m'a semblé voir un sac de femmes à l'intérieur de l'épave tout à l'heure. Oh, il appartient sûrement à une des conquêtes de Withers. Nous lui poserons la question quand il remontera. L'ennui, c'est que quand Harry et Linda remontent Withers, celui-ci est bien incapable de répondre à quoi que ce soit. Il est mort noyé et couvert de sang. Harry Horn m'apprend que ce n'est pas le sang de Withers, mais son propre sang qu'il s'est coupé à l'hélice de l'épave. Quant à ce pauvre Withers, il était étendu à quelques mètres à peine de la lisse, la valve d'arrivée d'oxygène de sa bouteille cassée. Ça arrive parfois, paraît-il. À propos, monsieur Rec, vous avez retrouvé votre cassette? Non, monsieur Rudy, même pas. Ce soir-là, après un dîner sinistre, Linda et moi faisons quelques pas dans le port. Vous voyez, Linda, il y a vraiment quelque chose qui me tracasse. Figurez-vous qu'avant de plonger, Withers voulait me parler. C'est curieux, ça, non? Puis il y a autre chose. Cette voix de femme espagnole que vous avez entendue sur votre radio. Et cette manœuvre insensée du yacht quand ils ont fait demi-tour pour se jeter sur les récifs. Linda me regarde en souriant. Cher monsieur Rudy, j'ai comme l'impression que vous ne seriez pas hostile à une petite plongée de minuit. Je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas, chère Linda. Nous retrouvons Harry Horn à bord de son bateau. Quand je lui ai expliqué mon intention de plonger, il tique un peu. Dangereux, Jim, très dangereux. La nuit, les requins sont encore pires. Allez, allez, Harry, démarrez. Il y a pire que les requins, croyez-moi. Nous démarrons et voguons en silence. Un petit hors-bord est amarré près de la bouée signalant l'épave. Rec, sûr et certain que Rec est en bas. Je m'empare d'une combinaison de plongée. Harry Horn en fait autant. Mais Linda n'est pas d'accord. Mais vous n'y pensez pas, Harry. Avec votre bras blessé, le moindre saignement attirerait les requins. Non, c'est moi qui vais descendre. Non, 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 Linda, non, jamais. Je vais pour protester élégamment, mais Harry ne m'en laisse pas le temps. Il me dit que Linda a raison, que je ne peux pas descendre seul dans ces conditions et que ce qu'elle dit est vrai concernant sa blessure. De plus, Linda pourra me guider avec sa torche, et il ajoute que le fait que nous soyons deux empêchera peut-être Rec, s'il est là, de faire un mauvais coup. Évidemment, dans ce cas, je ne peux que m'incliner. Nous plongeons donc, Linda et moi. À ma grande surprise, l'obscurité n'est pas totale sous l'eau. La clarté de la lune permet une certaine vision périphérique. Enfin, jusqu'à une quinzaine de mètres de profondeur, parce qu'après, c'est le noir profond. À ce niveau, je ralentis notre descente jusqu'à ce que mon profondimètre lumineux m'indique 25 mètres. C'est à ce moment-là que j'entends une série de claquements sourds. Quelqu'un est à l'œuvre. Je dirige le faisceau de ma torche vers Linda et je lui indique que le moment est venu de nous séparer. Après lui avoir montré dans quelle direction pointer sa torche, je la quitte et je continue seul, sans lumière. C'est le noir total, orientation instinctive. Est-ce mon imagination? Mais il me semble entendre le bouillonnement de la respiration d'un autre plongeur. Mais où?
Derrière, devant, au-dessus, en dessous. C'est le noir total. Quelque chose frôle ma jambe. Je frémis. Mais je me rassure en constatant qu'en fait, c'est ma jambe qui vient de frôler quelque chose. La coque de l'épave. Je plonge et je la touche du bout des doigts, sans allumer ma torche. Une fois la bonne direction assurée, je descends à l'aveuglette en quête d'un hublot. Finalement, mes doigts rencontrent le sable du fond. J'ai une furieuse envie d'allumer, mais je sais quel danger ça représente. Je remonte patiemment, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que je touche l'armature d'un hublot. D'un hublot ouvert. J'y introduis la main. Ma main rencontre une autre main aux doigts glacés, gonflés, une main morte. Un frisson me parcourt tout entier. Rassemblant tout mon courage, j'allume la torche. Et je vois le cadavre d'une femme qui tournoie lentement à l'intérieur de la cabine. Soudain, le corps se déplace comme poussé sur le côté. Un éclair métallique brille et instinctivement, je retire ma tête du hublot, juste à temps, car une flèche le traverse à une vitesse fulgurante. J'ai lâché ma torche dans la panique. Je me maudis. Si jamais Rek a une autre flèche... Un bruit et un grattement. J'essaie de déterminer d'où ça vient. Sensation horrible. Je ne sais plus si je monte vers la surface ou si je descends vers l'abîme. Brusquement, le miracle. Une lumière, comme une étoile, perce la pénombre. Linda. Je nage vers elle, vers cette lumière qui m'aveugle, mais qui, brusquement, s'éteint. C'est à ce moment-là que l'air cesse d'arriver. Oh, l'horreur. Quelqu'un a fermé ma bouteille. J'essaie de la rouvrir, mais c'est impossible. Il fait noir, terriblement noir. Un noir mortel. De l'air. On rallume la torche. Les yeux brouillés, j'aperçois Rek qui me regarde mourir tranquillement, en souriant. Oh mon Dieu, quelle fin atroce. Soudain, la torche de Rek décrit un grand cercle et je crois voir cette ordure se débattre, une flèche en travers du cou, harponnée. C'est alors que quelqu'un ouvre ma bouteille d'oxygène. Linda. L'air me revient comme une seconde naissance. Oh, Linda. Une fois remonté à bord, Harry me frictionne et m'offre un verre de whisky. Il me dit que j'ai eu de la chance. Les requins commençaient à traîner dans le coin. J'en suis sorti à temps, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est tout simple. Ça ne peut être que Rek qui a fermé mon arrivée d'oxygène. Et ce cadavre de femme. Harry, vous permettez que j'utilise votre radiotéléphone? Je compose le numéro de mon patron, M. McGuinness. Malgré l'heure tardive, il répond à la 3e sonnerie. Monsieur McGuinness, Rudy à l'appareil. Vous vous rappelez cette femme de milliardaire mexicain enlevée dont vous m'avez parlé? Je crois savoir où elle se trouve. Oui. Au large de Bimini, par 30 mètres de fond. Allez, à plus tard, Monsieur McGuinness, et bonnes vacances. Et je raccroche sans attendre qu'il ajoute un mot. Tout s'éclaire enfin. Rek et son complice Withers avaient enlevé et drogué cette pauvre femme. Mais la dose de somnifère devait être insuffisante et elle a dû se réveiller et s'emparer de la radio. Et ce serait elle que Linda aurait entendue sur la fréquence détresse. En entendant crier sa victime, Rek a immédiatement viré de bord et essayé de la maîtriser avec Withers. C'est alors que le bateau, livré à lui-même, a heurté les récifs. Rek devait se douter que Withers allait craquer et tout me révéler. Il a profité de la plongée pour le tuer, et cette nuit, ça a bien failli m'arriver à moi aussi. Sans Linda, j'y restais. À propos, Linda, mes vacances commencent réellement aujourd'hui. Ça vous dirait d'en profiter avec moi? Bien sûr, Jim. Avec plaisir, mais à une condition. Laquelle, Linda? Pas de plongée sous-marine.
C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui en De troubles profondeurs de William Stephen.